Il faut aujourd'hui de l'or, beaucoup d'or, pour jouir du droit de parler. Nous ne sommes pas assez riches, silence aux pauvres. C'est à travers ces mots que Félicité Robert de Lamennais, rédacteur en chef du journal Le Peuple Constituant, exprimait son dépit en 1848 alors que son titre de presse était condamné, financièrement asphyxié par le pouvoir. En 2024, il faut toujours beaucoup d'or pour avoir de l'écho médiatique et pour s'imposer sur la scène politique. Et en dehors du financement public de la vie politique, des mécènes très riches, ça aide toujours et l'extrême droite française peut se sentir heureuse d'avoir des bonnes fées qui se penchent à son chevet. Vincent Bolloré, qui est connu comme le loup blanc, mais aussi Pierre-Édouard Stérin, entrepreneur, milliardaire, fondateur entre autres des célèbres Smart Box, les coffrets cadeaux vendus en grande surface. Le quotidien L'Humanité nous révèle les détails de Périclès, un plan de bataille qu'il a mis en place tout simplement pour porter le Rassemblement national au pouvoir. Il a mis sur la table 150 millions d'euros à investir durant les 10 prochaines années. Je suis sur le plateau du Média avec Thomas Lemayeux, grand reporter à l'Humanité et auteur de l'enquête terrible sur un projet absolument implacable. Bonjour Thomas. Bonjour Théo. D'entrée de jeu, je voudrais te poser une question. Qui est Pierre-Édouard Stérin? Comment est-il devenu milliardaire? Alors, Pierre-Édouard Stérin, c'est un investisseur. Effectivement, c'est quelqu'un qui a lancé, tu l'as dit, Smartbox. Il est le principal... c'est lui qui touche les dividendes de Smartbox, qui sont très conséquents. Smartbox, c'est une entreprise qu'il a délocalisée, dont il a délocalisé le siège en Irlande, ce qui conforte encore ses profits. Donc, l'Irlande qui est une sorte de paradis fiscal. Bien sûr. Sa fortune est bâtie en fait sur ses dividendes. C'est quelqu'un qui est un très gros investisseur, on appelle ça un business angel dans les startups françaises. Il est au-delà il est au-dessus de Xavier Niel par exemple dans les classements. Enfin, c'est quelqu'un qui a donc, c'est le patron en fait dans son vaisseau amiral s'appelle Otium Capital. C'est là, avec ça qu'il investit dans ces startups, qui fait beaucoup d'investissements un peu dans tous les sens. Dans quelle startup par exemple, quoi, c'est connu? Elles sont pas connues, elles sont pas très connues. C'est des choses assez techniques. C'est pas très connu en dehors de Smartbox. Il a été aussi au capital de La Fourchette. Ça c'est plus connu. La Fourchette qui est une sorte de guide des restaurants. Voilà, c'est quelqu'un qui a investi un peu de tous les côtés, qui occupe quand même une place importante dans la tech, ce qu'on appelle la tech française, la Startup Nation. Mais c'est pas tout à fait la même, on va le voir, que celle de Macron au départ. Enfin, c'est la même en fait, mais il n'a pas les mêmes objectifs peut-être. C'est quelqu'un qui est un exilé fiscal, qui en 2012 est parti vivre en Belgique parce qu'il refusait la perspective qui n'était pas très menaçante d'ISF de François Hollande. François Hollande lui faisait déjà un peu peur. Pour lui, c'était déjà le bolchevisme. Avec le couteau entre les dents. Voilà, il a quitté la France pour aller s'installer dans le Brabant wallon, où il y a d'autres personnages comme lui qui sont des exilés fiscaux. Et c'est quelqu'un qui... Notamment la première fortune française, qui est en Belgique. Oui, mais c'est pas la même région. C'est pas la même région. Non, c'est pas autour de Bruxelles, c'est plus vers la frontière. Mais donc, Stérin, c'est quelqu'un qui dit, mais qui revendique donc crânement son exil fiscal. Il dit que grosso modo, il préfère donner lui directement aux causes qui lui conviennent, plutôt que de payer des impôts. C'est quelque chose qu'il revendique très crânement, très tranquillement. Et donc, il se présente et il est objectivement un philanthrope. C'est quelqu'un qui choisit donc qui a décidé, a-t-il dit, de déshériter ses enfants. Enfin, il n'a pas le droit en fait, mais de consacrer l'essentiel de sa fortune, toute sa fortune qui est quand même évaluée aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros. Il est dans les 100 premières fortunes. Je crois qu'il vient de rentrer dans les 100 premières fortunes de France dans le classement, le fameux classement de Challenge. Et donc, il décide de soutenir des causes. Il le fait à travers dans un écosystème qu'il appelle le bien commun. Donc, il a à côté d'Otium Capital un fonds, ce qu'il appelle le fonds du bien commun, qui est son instrument pour soutenir des causes qu'il défend. Alors, quel est son background familial, Pierre-Édouard Stérin ?
Background familial, alors c'est quelqu'un, je pense. Enfin, moi, j'ai pas enquêté en fait sur ses origines sociales, mais je pense que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu bourgeois assez classique, mais pas forcément d'une grande famille, à la différence d'ailleurs de tas de gens qui l'entourent, qui viennent eux plus de l'aristocratie, de Versailles, enfin, etc. Donc ça, je sais pas. Moi, c'est pas des choses auxquelles je me suis. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est enrichi grâce aux startups. C'est quelqu'un qui a fait fortune, oui, grâce, je disais, à Smartbox, à la réussite de Smartbox, qui est une réussite extraordinaire d'un point de vue capitalistique. Effectivement, on vend des coffrets cadeaux à des gens, on ne paye pas les hôtels, les restaurants, enfin, on ne les paye qu'au moment où ces coffrets sont utilisés. Beaucoup de ces coffrets cadeaux ne sont jamais utilisés, donc les profits sont assez... je pense que c'est sans doute un business extrêmement rentable. Alors, on va parler de son activisme politique, mais je voudrais d'abord qu'on parle de comment il a commencé à s'intéresser aux médias, parce qu'il y a quand même une galaxie assez importante de médias qu'il soutient, qu'il subventionne, etc. Alors, sur les médias, enfin, moi, je prendrais les choses... alors, effectivement, on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps parce qu'il était candidat au rachat de Marianne. L'hebdomadaire Marianne. L'hebdomadaire Marianne. Il a d'ailleurs... il a failli réussir, en fait, puisqu'à un moment, la rédaction de Marianne avait voté majoritairement à 60% pour son offre de reprise. Donc, bon, les choses se sont retournées parce qu'il y a eu la parution dans la presse d'un article assez dévastateur, un premier article assez dévastateur pour lui. Dans Le Monde, je crois. Voilà, dans Le Monde, sur le fait qu'il était en train de... Il avait fait une offre de service à Éric Ciotti pour lui trouver des candidats, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que ça doit être replacé, ça peut être replacé dans le cadre du sujet qu'on a révélé. Donc son offre à Marianne a été rejetée par la rédaction, et le jour où on a sorti nos révélations, enfin la veille du jour où on a sorti nos révélations, Daniel Kretinsky, qui est le propriétaire de Marianne, enfin par la voix de Denis Oliven, son représentant, a fait savoir que les négociations avec Sterrin étaient terminées et qu'il n'y aurait pas de reprise par Sterrin. Il a par ailleurs, je pense que c'est à ça que tu faisais allusion, déjà investi dans des médias, alors des pure players, enfin, ou des médias... Il y a un pure player qu'on voit souvent apparaître sur notre timeline, qui s'appelle Néo. Néo, c'est une sorte de brut ou de combini un peu moins gros, voilà. mais dans lequel il a investi. Il y a Factuel, le fameux site avec Christine Kelly, dont on pensait qu'il était proche de l'extrême droite et qui, je pense, finalement, elle en est partie et il a baissé la voilure ou disparu d'ailleurs. Il y a aussi Le Crayon. Oui. Le Crayon, qui est une chaîne YouTube qui a le vent en poupe, et l'Institut libre de journalisme, bref, un ensemble de... une galaxie de médias, c'est-à-dire il se voit demain comme un Xavier Niel ou comme un Vincent Bolloré. Alors moi, je ne sais pas comment il se voit, je sais que ce que je peux te dire, effectivement, c'est qu'il a fait des investissements dans des médias, alors des médias qui sont très nettement, effectivement, marqués idéologiquement comme Factuel. Il travaillait notamment, je crois, à un moment avec Bernard de la Villardière, qui est aussi, lui, une personnalité un peu marquée dans le champ journalistique. Le Crayon, il a fait un investissement dans Le Crayon, qui est effectivement un site qui a l'air de... Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce site, je ne suis pas un client, disons, de ce site, mais qui a l'air de marcher beaucoup. Enfin, c'est des gens qui ont, je crois, reçu Emmanuel Macron récemment, et qui est censé être un média qui s'adresse aux jeunes. Voilà. Et qui s'adresse à tout le monde, qui veut parler de l'extrême droite, comme à la gauche, etc. Voilà. Et c'est sûr que, effectivement, on peut... Enfin, moi, j'avais, dans une précédente enquête sur ce terrain, j'avais relevé que Le Crayon avait fait des entretiens assez complaisants avec, par exemple, une jeune femme qui racontait toute la douleur qu'elle avait pu ressentir parce qu'elle avait dû pratiquer une IVG. Enfin, et donc il y a des relents très réactionnaires, alors
peut-être par petites touches, dans les flux, disons, qui peuvent être un peu plus classiques. Mais il y a des relents. Évidemment, ces médias servent aussi à relayer des propos qui peuvent être extrêmement réactionnaires. Sur Bolloré, c'est sûr que Sterrin est quelqu'un qui est sans doute très fasciné par Bolloré. Il a à un moment, il y a un an ou deux, il a tenté il a été candidat, alors il avait sans doute pas assez d'argent, mais à la reprise d'Editis, le groupe d'édition énorme. Enfin, il s'intéresse aux médias, mais à l'édition en général, à toute l'édition, au livre, au marché de l'édition. Bon, ça n'a pas marché, mais donc et sur Bolloré, on sent que c'est quelqu'un qui est fasciné par Bolloré. Enfin, on sait qu'il est fasciné. Nous, les échos qu'on a eus en interne, parce qu'on a eu des échos évidemment en interne pour pouvoir faire nos révélations, c'est que Bolloré, on l'appelle Bolo, c'est VB, enfin au siège parisien de Otium Capital et au fond du bien commun. C'est quelqu'un qu'on surnomme de cette façon un peu affectueuse. Et on sait que Sterrin a été très impressionné par la manière dont Bolloré a racheté, a pris la main sur le JDD, en disant notamment, en admirant beaucoup le talent de Bolloré, qui a consisté à mettre tous les journalistes du titre historique en grève, à les faire partir tous, et après récupérer un journal qui avait cette image tout à fait mainstream, pour mettre ses pions avec évidemment un projet politique très très marqué, qu'on constate toutes les semaines, voire tous les jours, puisque c'est sur Internet aussi. Voilà, donc Sterrin admire beaucoup Bolloré. Alors Sterrin n'est pas au niveau, encore, il n'est pas. Alors peut-être son ambition est celle de. Moi, je ne sais pas quelle est son ambition précise dans les médias. On sait maintenant, ce qu'on sait avec nos révélations, c'est que son ambition politique, elle est très nette, elle est très marquée et elle est limpide. Jusque-là, elle était cachée, elle était démentie. Il se défendait d'avoir tout engagement partisan. Là, je pense qu'on l'a fait sortir du bois. Justement, ce que vous mettez en lumière, c'est le projet Périclès, dont vous publiez les grandes lignes. C'est quoi d'ailleurs le projet Périclès, et comment tu as réussi à mettre la main dessus, et en quoi c'est préoccupant pour la démocratie en France? Alors, je vais pas dire, on va pas dire comment on a mis la main dessus, désolé, mais voilà. Ce sur quoi on a mis la main, en tout cas, c'est un document ultra confidentiel. Il était réservé visiblement à un tout petit cercle de gens, disons, de dirigeants politiques et de dirigeants dans cette mouvance. C'est un document qui date, le document qu'on a publié date de septembre 2023. C'est un document qui fait 24 pages, qui est une série de slides. C'est une présentation PowerPoint du projet Périclès. Périclès, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un acronyme, en fait, qui est spectaculaire, un peu déroutant, mais quand même très spectaculaire. L'acronyme, c'est donc Périclès pour patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Donc ça dit déjà, disons que ça qualifie, ça permet de qualifier l'endroit où ça se passe. Le but du projet, c'est écrit noir sur blanc, c'est condensé dans ce document, c'est une victoire idéologique, une victoire électorale et une victoire politique de l'union des droites extrêmes évidemment. C'est-à-dire de l'extrême droite et de la part de la droite qui se ralliera à cette extrême droite. Donc victoire idéologique, victoire électorale, victoire politique. Tout ça est décrit dans le document avec plusieurs... ce qui qualifie la manière dont ces gens se rassemblent, ce sont des valeurs. Alors ces valeurs, ce sont la famille, une place particulière pour le christianisme, la défense de la propriété privée, la fierté française, et ce sont des tendances qu'ils combattent. Alors, ils appellent ça hyper-étatisme, socialisme, assistanat, wokisme, islamisme. Alors, islamisme, en fait, dans leur conception, c'est vraiment une conception très, 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 très étendue, sans doute. Immigration, et ce qu'ils appellent la laïcité agressive. Ils sont prêts, donc, comme tu l'as dit dans ton introduction, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent.
Il y a un budget de 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années qui est promis dans ce document, de manière là aussi noir sur blanc. Ils ont, à l'époque de ce document déjà, disent-ils, distribué 3 500 000 euros à 40 projets. Alors, il les détaille. D'ailleurs, il y a eu, je crois, 30% contre le wokisme, peut-être 25% contre le socialisme, 15% contre l'immigration, etc. Ces projets, on ne sait pas à qui, enfin, n'ont pas défini pas les bénéficiaires dans le document, mais on peut avoir assez facilement des idées. C'est sans doute dans les observatoires multiples qui fleurissent de tous les côtés à l'extrême droite, contre le wokisme, contre l'immigration, contre les coloniaux, etc., enfin, contre les observatoires de l'extrême gauche aussi, ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui est évidemment là aussi une conception qui va évidemment jusqu'à la gauche. D'ailleurs, un des personnages qui est dans cette aventure Périclès, c'est un intellectuel qui est un jeune intellectuel qui a publié un livre contre le wokisme chez Gallimard, enfin dans la collection Le Débat. Donc c'est pas rien non plus, c'est des gens qui peuvent être insérés parfois. Il s'appelle Pierre Valentin et il vient de lancer une émission sur Internet qui s'appelle Transmission, dont le premier invité était Marcel Gauchet. Et la conclusion de cette émission... Marcel Gauchet, une ancienne figure du centre-gauche qui est désormais un inspirateur de l'extrême droite. Voilà, Marcel Gauchet qui fait des commentaires un petit peu pas très intéressants, mais qui fait un peu des blagues en fait, en quelque sorte. Et notamment, il dit mais il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Mélenchon et Macron. Donc c'est quand même des propos qui servent l'union des droites, tout ça. Et Pierre Valentin, donc ce personnage dont je vous parle, qui est impliqué dans Périclès, fait ce commentaire en disant oui, j'avais fait une blague sur le fait que on allait assister à l'alliance entre Poutou et Édouard Philippe. Voilà qui sont ces gens en fait. Je dis ça en fait, c'est anecdotique, c'est tout à fait anecdotique, mais les gens qui peuvent être les bénéficiaires potentiels de ces fonds et les projets qui peuvent bénéficier de cet argent, grenouillent un peu dans cet univers de gens qui sont par ailleurs les invités permanents des chaînes comme CNews, mais aussi d'autres, sans doute BFM et LCI, quoi. Il y a aussi une école des futurs maires du RN quasiment, c'est-à-dire dans la perspective des législatives de 2026, il faut qu'il y ait beaucoup de maires RN et il y a une sorte de projet ou de réalité d'école de futurs maires. Ouais, en fait, il y a ce qu'ils appellent 5 ou 6 projets organiques. Donc c'est vraiment les projets centraux. Il y a dans ces 5 ou 6 projets organiques, il y a cette école des futurs maires qui existe en fait depuis la sortie depuis la rédaction de ce document, a été mise en place. C'est une espèce de site avec des formations en ligne, un peu de technique pour devenir savoir un peu le code électoral. Enfin, c'est assez technique, quoi. Ça n'apparaît pas encore comme un projet politique au fond. Enfin, ça apparaît en fait en cherchant un petit peu. On voit assez vite. Il y a par exemple une petite étude, mais très rapide. Sur le cas d'une ville de Lyon qui s'appelle Avallon, où ils ont fait des statistiques et ils constatent ce serait possible de prendre la ville à la gauche pour la droite rassemblée, l'extrême droite rassemblée. Donc on voit, ça transpire, c'est pas encore tout à fait affirmé, publiquement. En revanche, effectivement, dans le document Périclès, c'est affirmé de manière très très nette. Le but, effectivement, global est de faire gagner, c'est dit, 1000 villes à travers grâce à cette école des maires, 1000 villes supplémentaires, évidemment, pour la droite dure, la droite que ce soit LR et le RN. Mais ce qui est très intéressant dans ce document, c'est qu'ils ont, à l'époque où il est rédigé, donc en septembre 2023, ils se gargarisent, les gens de Périclès, Pierre-Édouard Thérin et ses proches, se gargarisent d'avoir déjà réalisé un premier projet. Et ce premier projet, c'est quoi ? C'est du conseil opérationnel au RN, au Rassemblement National, pour gagner là 300 villes absolument pour le RN en 2026. C'est écrit là aussi noir sur blanc. Ils disent dans leur projet que ça a été validé par l'état-major du RN lors des estivales de 2023, c'est-à-dire la rentrée politique du RN de l'année dernière. Donc c'est écrit textuellement que le but de Périclès est bien de faire gagner 300 villes au RN dès 2026. Et ça,
Ça, c'est déterminant, évidemment, parce que là, ça s'est fait. Depuis la publication de notre enquête, on voit que les gens, Pierre-Édouard Stérin notamment, laissent entendre qu'en fait c'est une idée comme ça, enfin c'est un petit peu virtuel, mais qu'ils veulent aider aussi les LR, ce qui est tout à fait dit dans le document. Hein. Enfin, il n'y a pas d'exclusive effectivement pour le RN, mais on voit bien que les LR, et d'ailleurs la situation ouverte par la dissolution et les législatives a montré le champ politique exact dans lequel Périclès va intervenir, c'est le RN et les LR qui lui sont ralliés. Et tous ceux et ils veulent par ailleurs rallier les LR qui ne sont pas encore ralliés au RN, ils veulent les rallier au RN. Et puis dans ce projet Périclès, il y a encore d'autres projets. Oui, alors ils ont notamment un projet qui est lancé là aussi, qui est un projet de guérilla juridique. Leur but est de créer un collectif d'avocats pour lancer une quarantaine de procédures par an contre les partisans de ce qu'ils appellent la théorie du genre, contre l'extrême gauche, contre la gauche en fait, contre les woke, contre les antiracistes, etc. Donc ça c'est assez dangereux quand même. Enfin, c'est un truc très affiché. En fait, c'est une forme de harcèlement judiciaire qui est programmée. Deuxième projet, c'est une création de baromètres statistiques sur les avis, l'opinion des Français. Alors ça va être très fabriqué. Hein, on peut redouter quand même que ce soit très fabriqué. C'est sur l'insécurité, l'immigration et là aussi l'extrême gauche. Ils ont d'ailleurs ils annoncent dans leur document le fait qu'ils ont déjà des partenariats avec des médias, et notamment, donc c'est en septembre 2023, hein, avant la vente de Marianne, ils annoncent déjà un partenariat possible avec Marianne notamment, et l'Express. Ils ont aussi le projet le but de créer ces baromètres, le projet de racheter un institut de sondage. Ils veulent créer un nouveau think tank, le plus gros think tank de droite en France, d'extrême droite en France, et c'est assez comique. Je vous invite à aller lire le projet qu'on a publié dans l'UMA, mais ils font des commentaires extrêmement désobligeants, disons, sur leur cible. Les deux think tanks sur lesquels ils comptent faire une OPA, c'est l'Institut Thomas More, qui est un petit peu poussiéreux, mal géré, et celui de Charles Becbédé, qui s'appelle la Fondation du Pont-Neuf, et qui là, elle est pas du tout, enfin très mal gérée, et qui est un peu une coquille vide, disent-ils. Et dernière chose, dans leur projet, qui est un projet aussi, là c'est très important aussi, c'est qu'ils prévoient de recruter pas au sens salarié, mais de identifier, repérer, organiser ce qu'ils appellent une réserve, donc c'est le sens militaire, hein, de 1000 personnes qui seraient aptes à exercer le pouvoir en cas de victoire de l'extrême droite en 2027 à la présidentielle, aptes et alignés. Alignés, c'est un mot très important pour eux, parce qu'alignés, il faut des personnes alignées. Pour Pierre-Édouard Stérin, aligné, ça veut dire des gens qui sont d'accord avec les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont pour l'union des droites radicales. Voilà, ça c'est les projets qui sont dans le document Périclès. Je vous invite à venir lire les documents tels qu'on les a publiés. Ils sont effectivement très, très intéressants. Alors, dans le cadre de ton enquête, tu as été menacé au sujet d'éventuelles attaques judiciaires au nom de la loi sur le secret des affaires, si je me souviens. Oui, alors, c'est amusant parce qu'en fait, c'est pas du tout amusant, non, en fait, mais c'est très révélateur. Nous, on a contacté, évidemment, tout un tas de gens en les avertissant qu'on avait ce document, on avait pu accéder à ce document, qu'on comptait en publier de très 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 larges extraits, ce qu'on a fait. Et en fait, donc, il y a eu une espèce, donc on a contacté notamment Pierre-Édouard Stérin, évidemment, qui a, lui, donc c'est sorti vendredi dernier. Je fais un peu de chronologie, hein, désolé, mais c'est intéressant pour comprendre comment les choses se jouent. Donc on a envoyé des questions à Pierre-Édouard Stérin mardi dernier, mardi soir. Jeudi matin, dans le Figaro, on a découvert une tribune de Pierre-Édouard Stérin qui annonçait qu'il lançait une plateforme qui s'appelait Périclès, dans laquelle il disait qu'il allait faire tel ou tel truc. C'était un peu flou, un peu vague, et puis c'était très idéologique. C'était pour attaquer les déconstructeurs de gauche. Enfin, il a officialisé l'existence de son projet. Il a voulu te prendre de court. Voilà, il a voulu prendre de court. Et puis, par ailleurs, on a découvert le jeudi soir, au moment où nous, on allait publier sur Internet les premiers éléments de notre enquête qui est paru sur papier vendredi, que le JDD avait miraculeusement obtenu ce plan et qu'il en publiait une version édulcorée,
totalement en effaçant tous les éléments intéressants que donc on a publié dans l'UMA. Après, effectivement, avoir reçu un message avec des réponses de Pierre-Édouard Sterin dont on donne les détails dans notre enquête, un message de Pierre-Édouard Sterin qui nous disait « Ce document est confidentiel. Si vous en publiez des extraits ou si vous le publiez, vous exposez votre journal à des poursuites pour divulgation du secret des affaires. » Alors que le document en partie avait déjà été diffusé par le JDD. Oui, et puis surtout, divulgation du secret des affaires, c'est un projet politique, au-delà de ce qu'on pense déjà du secret des affaires, ce qui est absolument problématique pour toute la profession. C'est absolument pas recevable en soi, mais même là, on a un projet politique détaillé. Donc pour nous, on a dit, on publie, on y va. Comme on dit, all my beer, tiens ma bière, Pierre-Édouard, on publie, on y va. Voilà, et on a publié, et on voit que cette publication est manifestement d'intérêt public. Elle sert, pour la première fois, après des semaines et des semaines, en fait, ça fait des années en fait qu'on sait que Pierre-Édouard Sterin est quelqu'un qui s'intéresse à la politique, ce qu'il appelle parfois la métapolitique, à la philanthropie, très orientée vers les causes les plus réactionnaires. Au mois de juin, il y a eu une série de révélations dont on a déjà parlé sur le fait que son bras droit avait fait une offre de service à Ciotti pour trouver des candidats. On a aussi une autre révélation, c'est que son autre bras droit, parce qu'en fait il a quand même que des bras droits, Pierre-Édouard Sterin, avait été lui en fait dans la salle VIP de Bardella au soir des Européennes, et qu'il est en fait un des Horaces du RN, c'est François Durvy, c'est-à-dire quelqu'un qui a conseillé Marine Le Pen pendant la dernière présidentielle, et que par ailleurs les deux avaient hasard racheté une maison appartenant à la famille Le Pen via une société civile immobilière. Donc on avait eu ces révélations au mois de juin, mais ce qui se passait, c'est que grosso modo, Pierre-Édouard Sterin, il pouvait encore le 7 juillet, dans les colonnes toujours du JDD, il pouvait toujours dire « Ah, mais c'est une fable qu'un milliardaire agisse dans le champ politique. C'est une fable, c'est pour vendre du papier », disait-il comme ça avec mépris. Et il assurait au JDD qu'il ne plaçait pas ses pions, il ne manœuvrait pas et il n'avait aucun agenda politique. 15 jours plus tard, son agenda politique, ses pions et ses manœuvres, elles sont toutes dans l'UMA et elles sont maintenant au grand jour. Donc c'est d'intérêt public, c'est déterminant à nos yeux pour l'information. Pierre-Édouard Sterin a donc menti. Alors, est-ce que ce type d'offensive est légal au-delà de la morale? N'est-ce pas une manière de financer quelque part les partis politiques et du coup de surfinancer au-delà des limites légales? Alors c'est une vraie question. Là, pour nous, elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas tranchée. Est-ce qu'on peut, là, à la limite, c'est les suites qu'on va donner à ces révélations qui vont permettre d'y voir plus clair. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Pierre-Édouard Sterin, François Durvy affirment très nettement qu'il n'y a aucun financement, qu'il reste dans le champ légal, qu'il n'y a pas de financement politique, ça ils le disent. Après, ce qu'il y a dans ce document est quand même et qui met un peu la puce à l'oreille, qui doit nous interroger dorénavant, je dirais. En tout cas, nous, on s'interroge à l'UMA, on va se pencher sur cette question. C'est que dans le document, il y a eu manifestement une phase où Périclès, qui est donc un projet qui est devenu une association, Périclès a été incubé, comme on dit dans le jargon, dans ce milieu en fait des startups, tout ça a été incubé au sein du Fonds du bien commun et d'Otium Capital. C'est dit dans le document, il y a un moment, c'est écrit, il va falloir transférer les contrats de travail, il va falloir déménager. Ça veut dire, et le document lui-même s'inquiète d'un risque légal et réputationnel pour le Fonds du bien commun, qui doit être une entreprise, c'est pas une entreprise, c'est un fonds philanthropique qui doit être
apolitique, c'est ses statuts. Donc les questions, elles vont émerger, enfin nous en tout cas, je pense qu'elles peuvent émerger à partir de nos révélations. Elles se posent, et il faudra les poser. Il faut que les institutions se les posent, enfin il faut que tout le monde se pose la question de cette intervention, et peut-être la gauche, même les macronistes, enfin je sais pas, les gens qui seraient un petit peu heurtés par cette perspective que constitue Périclès et cet engagement. Peut-être il y a des questions à se mettre. C'est une question d'appui tactique. On a vu justement que McKinsey a été certains cadres de McKinsey, dans un rapport assez ambigu à leur boulot, ont été très utiles pour Emmanuel Macron dans le cadre d'appui programmatique, tactique, etc. Et là, en fait, cette galaxie sert d'appui au Rassemblement national. Or, cet appui, s'il était fourni par des personnes qui devaient être payées, en fait, il augmenterait les coûts politiques. Et c'est très important puisque en France, l'argent semble moins important en politique qu'aux États-Unis, où il est omniprésent de manière décomplexée. Mais là, avec cette offensive, ces millions qui sont mis sur la table pour financer une partie du spectre politique de manière détournée, il se pose quand même une question, parce qu'effectivement, si on n'a pas d'or, on ne peut pas parler. Et là, l'extrême droite, elle n'a pas de l'or, elle a un trésor, elle a des trésors. Et ça pose un problème démocratique fondamental. Oui, absolument. C'est évident. Et c'est amusant que tu cites l'exemple, enfin, que tu cites McKinsey, puisque moi j'ai vu parmi les reprises de nos révélations, reprises et poursuites en fait par d'autres confrères. Je vois que c'était dans Le Monde. J'ai lu que François Durvy expliquait qu'en fait le projet Périclès c'était simplement un document PowerPoint un peu optimiste, comme ça. Enfin, qu'en fait, c'était donc une manière de minimiser la portée du projet, mais que ce document donc était un peu daté, un peu optimiste, et que au fond, l'ambition de Pierre-Édouard Stérin, c'était simplement de créer une espèce de McKinsey pour les droites radicales, enfin pour les droites extrêmes, et donc une espèce de vivier aussi, constituer un vivier, mais c'est d'ailleurs l'objet déclaré de la réserve qui sans financer pour le moment directement, puisque effectivement ça c'est interdit, ils ne vont pas le faire, ils le disent aujourd'hui, et ils ne peuvent de toute façon plus le faire. On pourrait penser maintenant que c'est révélé, ça va être difficile de faire les choses. Enfin, on peut espérer quand même qu'ils seront un peu sous surveillance. Donc c'est devenu impossible. Mais créer cette réserve, ce vivier sous le label McKinsey, des super consultants, des super administrateurs, des super hauts fonctionnaires, des super dirigeants de start-up, des gens très formés. Parce que c'est ça qui est important aussi de bien mesurer dans cette histoire. C'est qu'en fait, Stérin, enfin, d'après ce qu'on nous a rapporté avant la publication, c'est quelqu'un qui croise, qui voit énormément de monde. Alors, et notamment, pas simplement alors des politiques, parce que peut-être faut dire un mot de ces relations politiques précises et de comment il cible des politiques. Mais donc, ce qu'il voit aussi beaucoup, c'est des jeunes gens qui sortent des grandes écoles de commerce, qui sont des gens bien mis, BCBG, enfin très... voilà, un peu de famille, là, pour le coup, sans doute de la grande bourgeoisie, qui ont réussi Et donc, il constitue aussi un réseau de gens qui sont à la fois, qui pourraient éventuellement employer pour des projets industriels ou financiers, mais du coup aussi des projets politiques. Les reverser dans ces engagements politiques. Comme McKinsey, finalement. Exactement. C'est pour ça que c'est pas absurde, en tout cas, comme comparaison. Merci beaucoup, Thomas. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir regardé ou écouté cet entretien. Dans ces temps troublés, les médias indépendants sont plus que jamais nécessaires. Abonnez-vous à l'UMA si vous pouvez et soutenez le média sur tnt.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.